Pariz posjeduje veliki broj zelenih površina i prelepih parkova. Trenutno se realizuje projekat Pariz Smart City 2050. Ideja je kako da jedan od najljepših gradova na svetu bude još zeleniji i održiviji. U planu je da se do 2050. godine smanji emisija gasova staklene bašte za 75%. Da bi smanjili zagađenje u gradu, do 2026. godine gradske vlasti planiraju da zasade još 170.000 stabala u Parizu. Pariz je godinama bio jedan od gradova sa prekomernim zagađenjem vazduha, iako je jedan od evropskih gradova sa najviše drveća i zelenih površina. Cvetni vrt ili botanička bašta u Parizu izgrađen je pre 400 godina na inicijativu Luja XIII. U početku je to bila kraljevska bašta sa lekovitim biljem, koja je za cilj imala prikupljanje i proučavanje biljnog sveta. C'est un jardin qui fait 19 hectares. C'est un des plus grands jardins de Paris. Mais en réalité, dans ce jardin, il y a 7 jardins à découvrir, tous différents au fil des saisons. On a un très beau jardin de roches et de roses. On est ici au jardin École de botanique, qui est un jardin dans lequel on va pouvoir apprendre les plantes. On a un jardin alpin qui permet de découvrir toutes les plantes de montagne. On a aussi 2 grandes serres, avec une serre tropicale, une serre de Nouvelle-Calédonie, une serre de l'histoire des plantes. On a aussi un très beau jardin de pivoine. Et puis, au cœur de tous ces jardins, on a une immense perspective à la française sur laquelle on va trouver, en fonction des saisons, des fleurissements saisonniers, soit printaniers, avec explosion de tulipes, soit estivales. Et l'idée, c'est de monter toute la palette de plantes qu'on peut trouver actuellement sous nos climats. Ako ste mislili da se nalazim na nekom mističnom mestu, niste u pravu. Nalazim se u botaničkoj bašti u centru Pariza, koja krije zaista zanimljive tajne. Jedna od njih je upravo ovaj zastakljeni deo gde možete videti sve vrste tropskih biljaka. Les jardins botaniques du muséum sont au nombre de 5. Il y a bien entendu le jardin des plantes. Tout près de Paris, il y a un magnifique arboretum, l'arboretum de Versailles-Chèvreloup, qui fait 200 hectares et qui est attenant au château de Versailles. On a, en descendant dans le sud, un petit jardin provençal qui est le Harmage Jean-Henri Fabre, qui est un jardin d'un naturaliste. Si on descend encore, on a le très beau jardin de la Geysina à Samoins, c'est un jardin dans les Alpes. Et puis, au bord de la Méditerranée, à la frontière de l'Italie, on a un jardin à Menton qui s'appelle Valramé, dans lequel on va trouver des plantes tropicales, ces mêmes plantes tropicales que l'on trouve dans nos serres. Donc en fait, avec ces 5 jardins, on a une synergie. Ces jardins travaillent avec le jardin des plantes, des échanges permanents pour enrichir les collections et diffuser la connaissance. U botaničkoj bašti u Parizu jedno stablo privlači pažnju svim posetiocima.
Nalazimo se sada u jednom vrlo specifičnom delu ove botaničke bašte. Hoćete da nam kažete o čemu se radi? Alpski vrt je jedan vrlo intiman deo ovog parka, jedan od 7 parkova, delova u stvari ovog centralnog dela koji pripada muzeju. Znači, u njemu možete naći sve alpske vrste koje su širom Evrope, a verovatno i iz Amerike i tako dalje. Imate recimo saksifrage, imate razne biljne vrste koje rastu na planinskim predeljima i nalazi se tu jedna omorika Pančićeva koja je baš ovde našla svoje lepo mesto. Baš sam to htjela da pitam, ovaj vrt nekako povezuje Pariz i zapravo Francusku i Srbiju. Da, za mene je jako prijatno doći ovde i imam utisak da je deo Balkana, deo moje zemlje tu, znači svaki put je pogledam, ona je onako specifična, uzana i visoka biljka koja povezuje čak Francusku sa mojim krajem, jer Tara je ekološka niša te biljke, te vrste, tako da uvek volim tu da dođem i eto. Effectivement, le jardin des plantes est au cœur des problématiques liées à la biodiversité, au réchauffement climatique et à une gestion durable. Bien entendu, nous n'utilisons plus de pesticides. Nous sommes très respectueux des plantes et nous récoltons même les graines des plantes du jardin que nous replantons en place. On laisse parfois même les plantes grainées pour qu'elles germent d'elles-mêmes au bon moment. Il y a toute une politique liée à l'optimisation de la ressource en eau. Donc notamment, on couvre le sol avec des fragments de bois qu'on récolte de nos tailles d'arbres. C'est ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. Et donc on observe une très grande biodiversité. La ville de Paris a classé les jardins de Paris et le jardin des plantes est un réservoir de biodiversité. Et au cœur de ce jardin, on a un jardin qui s'appelle Jardin écologique, qui est ouvert sur réservation pour le public, dans lequel on laisse vraiment la nature avancer toute seule. On la guide un peu pour éviter que les ronces se développent. Mais dans ce jardin, on a une vraie faune, une vraie flore très préservée et très prisée du public. Donc le jardin des plantes, c'est vraiment un lieu de communication pour le public sur ces enjeux de biodiversité. Et notamment, dans ce jardin écologique, on associe le public à une sensibilisation aux sciences participatives. C'est-à-dire que le public va faire des observations qui seront réinjectées sur Internet et qui serviront ensuite aux chercheurs. Donc on a aussi cette année un rendez-vous nature avec toutes sortes d'animations, d'ateliers pour sensibiliser le public à ces enjeux de préservation de la biodiversité. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les adultes, pour les enfants. C'est à la fois très ludique, très poétique. Et l'idée, c'est vraiment d'émerveiller les gens, puisque ce jardin est très beau, et aussi de les sensibiliser, parce qu'en fait, quand on comprend les choses, on les respecte mieux et on en prend beaucoup plus soin. Fashion Revolution je engleska organizacija koja je osnovana dan nakon urušavanja fabrike Rana Plaza u Daki u Bangladešu. To je bila najveća katastrofa u tekstilnoj industriji. Međutim, običnim ljudima malo je poznato da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača životne sredine.
L'industrie textile est, depuis la première révolution industrielle, un des secteurs les plus polluants de l'industrie en général. Alors que ce soit au niveau de l'extraction des matières premières, des utilisations de pesticides, des teintures qui sont délétères, qui comportent parfois du cadmium, du chrome, de l'arsenic, jusqu'à 157 éléments chimiques, et qui sont vraiment problématiques pour notre santé. Alors pour la santé évidemment des travailleurs qui fabriquent ces matières, mais aussi nous, consommateurs. On reçoit ces produits toxiques dans notre corps. Les gaz à effet de serre entre chaque étape de la filière, de la supply chain, entre l'agriculture, la filature, le tissage, la fabrication, etc. Un vêtement peut faire jusqu'à 20 000 km autour du globe avant d'arriver dans nos placards. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un problème systémique, hein, comme tous les problèmes qui touchent l'écologie et les problèmes climatiques engendrés par nos activités humaines. Aujourd'hui, moi je dirais arrêter d'acheter de façon compulsive des vêtements qui sont jetés très peu de temps après leur achat. Finalement, on ne porte qu'un tiers de son vestiaire, hein. Ça c'est pour tout le monde. Faire le tri dans ses vêtements et surtout, essayer d'avoir une approche un peu plus respectueuse du travail fait pour obtenir ces vêtements et respectueuse aussi de notre santé. Danas smo suočeni sa ogromnom globalnom hiperproizvodnjom odeće. Na godišnjem nivou se za 7 milijardi ljudi proizvede 150 milijardi komada odeće. Alors au niveau des avancées, je dirais, alors il y a beaucoup de marques qui travaillent et des marques importantes qui défilent à Paris pendant la Fashion Week, mais aussi d'autres qui ne défilent pas, qui sont présentées dans les salons, qui travaillent autour de l'upcycling, c'est-à-dire la réutilisation des matières premières, des stocks dormants de tissus qu'on peut acheter aux grandes marques de luxe, des groupes qu'on connaît, hein, des deux grands groupes, et donc réutiliser ces matières et ne pas en produire d'autres. Ça, c'est déjà bien. Mais malheureusement, ce qu'on voit, nous, en tant qu'observateurs de ce système, on voit beaucoup de greenwashing encore, c'est-à-dire des marques qui mettent en avant des choses dans leur RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire la façon dont on gère une entreprise de façon éco-responsable. Il y a beaucoup de choses mises en avant et qui ne sont pas en fait avérées, qui ne sont pas vraies. Donc un gros effort à faire de la part des marques sur leur RSE, mais réellement sur le terrain. Et puis aussi, encore une fois, comme je le dis, hein, arrêter le gaspillage. Alors on a une loi en France qui a été votée il y a 2 ans, qui est entrée en application en janvier, qui est la loi AGEC. Et ça, c'est important de le dire parce que je pense que ça peut intéresser tous les pays européens. En tout cas les pays donneurs d'ordre et peut-être rebondir jusqu'aux gens qui fabriquent, manufacturent. Cette loi AGEC interdit désormais de détruire les invendus des collections. Un peu comme dans l'alimentation, on avait une loi qui interdisait de détruire les invendus et qui obligeait à les donner à des associations. Aujourd'hui, en France, on a cette loi AGEC qui va beaucoup plus loin. Depuis mai, il y a eu un nouveau décret. Donc on va demander beaucoup plus de transparence. Mais ce qui est important, c'est la transparence, la traçabilité. Et ça, ce sont 2 choses que les consommateurs demandent aux marques. Donc aux marques de répondre honnêtement et sans détour à ces 2 demandes, la traçabilité et la transparence. Pariz je jedna od 4 velike modne prestonice. Javlja se sve veći broj novih brendova koji žele da njihova proizvodnja bude ekološki odgovorna. Alors après avoir évoqué toutes les parties un peu sombres de cette industrie, il faut quand même mettre la lumière sur les solutions qui sont proposées par des jeunes générations de créateurs, qui sont aussi proposées par des associations. Alors, on parle beaucoup de la seconde main,
qui va devenir, qui est déjà une part très importante de l'économie de la mode. Donc la seconde main, ça touche absolument tout le monde. Il y a des sites internet qui sont connus pour proposer des vêtements auxquels on peut déposer ses vêtements, en acheter d'autres pour des sommes modiques. Il y a aussi les boutiques de seconde main, que ce soit des charity shops, donc comme la Croix-Rouge, Emmaüs ou Oxfam dans plusieurs pays. Il y a aussi des boutiques vintage qui sont... Alors, j'aime bien faire la différence. Les boutiques vintage sont tenues par des gens qui ont un œil et qui connaissent l'histoire de la mode. Donc, ils cherchent les bonnes pièces, les pièces de créateurs qui peuvent avoir 10, 20, 30 ans. Et donc, c'est un peu plus curateur dans la sélection. Alors, ensuite, pour faire durer son vestiaire, et il y a des choses très créatives à faire. Par exemple, upcycler ses vêtements, les transformer, les réparer soit en réparation visible ou invisible. Invisible, c'est plus difficile, et visible, c'est plus créatif, je trouve. Quand on a un trou dans un pull, faire une petite étoile en fil brodé, voilà, il y a plein de solutions. Et il y a aussi, tout simplement, se faire soi-même ses propres vêtements. Naša sagovornica na kraju razgovora šalje i snažnu poruku. Le message que j'ai envie de lancer au grand public, c'est acheter moins mais mieux. Et surtout se rappeler que le vêtement le plus écologique est déjà dans notre placard. Velika pažnja u poslednje vreme posvećuje se održivom smeštaju, tako da brojni hoteli dobijaju sertifikate i utiču na posetioce da budu svesni i da racionalno troše energiju, vodu, da recikliraju i sortiraju otpad. U svim granama industrije traže se najbolja održiva rešenja, pa i u turizmu. U turizmu su trenutno aktuelni eko-hoteli. Donc c'est une maison construite entièrement en bois qui n'utilise aucune énergie fossile. Donc c'est une maison zéro carbone. Donc sa particularité, c'est qu'elle est chauffée avec uniquement au bois, avec une chaudière au bois. L'eau chaude également est produite à partir de copeaux de bois et également d'énergie solaire. Nous avons également des panneaux photovoltaïques incrustés dans le vitrage d'une verrière pour produire l'électricité nécessaire à l'éclairage du lodge. Et en fait, donc tout le fonctionnement de la maison se fait sans énergie fossile. Prvi hotel ovog tipa naš sagovornik izgradio je na Madagaskaru. En fait, j'avais une expérience de construction de 2 écologes à Madagascar, dont un qui a été le premier hôtel au monde 100% solaire, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Et à un moment, j'ai eu envie, avec mon épouse qui était une pionnière de l'éco-design, on a eu envie de construire un modèle d'écologe urbain qui soit constructible donc en ville, dans une grande ville, et qui soit reproductible dans une autre capitale européenne. Et en fait, on a cherché un terrain où on avait une possibilité d'avoir un jardin, parce que c'était important pour nous. Voilà, et donc on a construit de zéro cette maison qui est en fait une maison d'hôte qui comprend 3 chambres et 2 suites, 5 unités donc, puisque c'est le maximum qu'on puisse faire en maison d'hôte. Au-delà, on passe en hôtel, mais c'est un principe de construction qui peut très bien s'appliquer également à un hôtel urbain. Zbog svog ekološkog i inovativnog pristupa, ovaj hotel je nagrađen međunarodnim zelenim sertifikatom.
Nous avons ici une chaudière à pellets qui permet de chauffer toute la maison et de produire de l'eau chaude à partir donc de petits granulés de bois. Nous avons également dans la maison d'autres innovations écologiques. Nous avons par exemple des toilettes japonaises dans toutes les chambres. Ça permet d'économiser l'eau et le papier. Et également, nous avons par exemple un carrelage qui est un brevet français qui permet au contact de la lumière de purifier l'air de la maison. Et donc on ressent, comme on est dans une maison en bois, avec de l'air purifié, on sent tout de suite une odeur de bois très agréable et vraiment nos clients nous le font remarquer très régulièrement. Et donc nous sommes le seul hôtel zéro carbone en France, à Paris bien sûr, et peut-être également en Europe de l'Ouest. Voilà. À vérifier. Pre 10 godina bilo je teško i zamisliti globalno interesovanje za ekologiju. Danas je Pariz grad koji prednjači u inovacijama, idejama pa i neobičnim rešenjima u toj oblasti. Jedan od najneobičnijih i originalnijih poteza je bilo dovođenje ovaca koje su šišale travu oko Eiffelovog tornja jer kosilice zagađuju vazduh. Parkovi i drvoredi se proširuju, a arhitektura postaje zelena. Fokus luksuznih modnih brendova je održivost, a umetnost i umetnici se trude da daju svoj doprinos u ekološkoj borbi za bolje sutra. Neke od njih ćemo predstaviti u narednoj emisiji.